tey dañ doon waxtaan rek ci lu tubaab yi di tuddee intelligence artificielle xam nga xel nit ku ñuul nite ko moom waaye buñ ci boolee intelligence artificielle day mel ni am na ñeneen ak leneen ak keneen koo xam ne dul doomu aadama am jëmm te du nooyi am na xel moom la ñuy wax intelligence artificielle fii ci agsi nag ba yegg si fii mooy ni doomu aadama bi dafa xalaat ci xalaat boobu nag ci la trouver lu baree bare bu créé ci portable créé ci robot li ngay gis yëpp muy doxal àdduna mu créé ko ci waaye nag dañuy jéem a xool ñun boobu xam-xam nan lañ koy utiliser ba xam-xam bi mën a jariñ xale yi ñuy jàngal xale yi ñuy jàngal ci loolu la ñu nekkoon ñu ci bare wax nañ seen kóolute jëmale ko ci xam-xam ak xarala yu bees yi mais am na ñoo xam ne nag dañ ciy tiit ci tiitaay boobu nag ak fan la ñuy jaar ak nan la ñuy defee ba yegg fenn fi ci la ñu nekkoon tey. Donc Destin Croisé est une organisation d'artistes, d'intellectuels et d'hommes de culture. Mamadou Mbaye est très connu à Thiès, mais très peu de gens savent qu'il est artiste de formation. L'UNITRA, je vais commencer par vous dire ce que l'UNITRA n'est pas. L'UNITRA n'est pas une organisation de vieillards. C'est l'université du troisième âge. Mais ce n'est pas une organisation de vieillards. Pour deux raisons. La première, c'est que nous accueillons les personnes dès qu'ils ont atteint l'âge de 50 ans. Or, selon les démographes, les personnes de 50 ans ne sont plus des jeunes hommes ou des jeunes femmes, mais ils sont encore des hommes jeunes ou des femmes jeunes. Donc nous avons la jeunesse de nos membres qui ont à peine 50 ans. La deuxième raison, c'est que notre slogan, notre devise, c'est « On vieillit lorsqu'on cesse d'apprendre ». Nous ne vieillissons donc pas parce qu'étant une université, nous refusons de cesser d'apprendre. La fonction première d'une université, c'est la recherche, l'enseignement et l'apprentissage. Nous sommes une université. De par la composition de certains de ses membres, d'abord notre président national, Sidi Camara, est un universitaire. Il a été directeur de l'ISFAR jusqu'à sa retraite. Nous comptons parmi nous le vice-président qui assure aujourd'hui l'intérim de cette organisation, est un universitaire, enseignant à la FASTEF jusqu'à sa retraite. Nous comptons parmi nous Alioune Badiagne qui a été directeur des manufactures à Thiès, artiste peintre, directeur des arts et lettres. Et ici même à Thiès, nous avons le professeur Watt qui est là, mathématicien, directeur des études de l'école polytechnique de Thiès jusqu'à sa retraite. Nous sommes donc une organisation, une université, mais sans aucune prétention élitiste ou intellectualiste. Nous sommes une université très inclusive, dans la mesure où nous croyons avec Alioune Mbaye Pekh que notre grand âge, nous avons vécu assez longtemps pour avoir avec le bon Dieu une certaine proximité. Nous avons suffisamment voyagé au propre comme au figuré, parce que la vie elle-même est un voyage dont la destination finale importe moins que le trajet lui-même. Ça nous confère une certaine expérience à toute personne du troisième âge, une certaine expérience qui mérite d'être partagée et transmise. Voilà pourquoi nous appelons Université du troisième âge, mais ce n'est pas pour
des raisons élitistes. Donc, nous sommes une organisation universitaire, dans la mesure où nous avons des actions assez importantes dans le domaine intellectuel et culturel. La preuve, nous avons des relations très étroites et poussées avec l'Université de la Floride du Nord, où nous avons fait une visite. Et nous avons un projet cinématographique de grande ampleur où nous comptons rendre hommage à une certaine Anna Kinsley. Beaucoup d'entre vous ignorent certainement que cette dame, Anna Kinsley, est une héroïne de la Floride, est une héroïne d'État de la Floride. Or, Anna Kinsley est d'origine sénégalaise. C'est une fille de sang princier du Jolof qui a été kidnappée à l'âge de 13 ans par les esclavagistes qui l'ont conduit à Cuba puis en Floride où, par l'ironie du sort, elle a vécu finalement une vie princière parce qu'elle est devenue propriétaire de plantation. L'université où elle repose aujourd'hui au sein de l'université de Floride qui faisait partie de ses propriétés. Donc nous comptons faire revivre sa biographie. Nous sommes fiers, en ce faisant, de participer à une œuvre de sauvetage de l'humanité. Ce n'est pas exagéré de le dire, parce que ces 15 à 20 dernières années, les scientifiques de certains spécialistes observent avec inquiétude la disparition progressive des colonies d'abeilles. Or, nous avons tous appris à l'école primaire, ce temple du savoir méconnu, que le rôle que les abeilles jouent dans la pollinisation des cultures, dans la production des fruits et des légumes. Vous imaginez donc ce que ça va faire, la disparition de ces abeilles, de ces ouvriers hors pair, qui sont les seuls à travailler pour nous sans la moindre rémunération. S'ils disparaissaient un jour, c'est la fin de notre espèce. Donc c'est très important pour chacun d'entre nous de contribuer un tant soit peu à la survie de ces abeilles, parce que leur survie implique notre propre survie. J'espère que Vénéranda, qui est là, qui représente Agricole, recevra ces mots-là comme un plaidoyer fort pour un appui plus important dans notre production d'abeilles. Nous nous refusons d'être des veillards. Directeur d'école d'application de la GM du Mokhtar Thiam, un jour, l'opportunité m'a été donnée de rencontrer une japonaise venue dans le cadre du corps de la paix. Et je lui ai posé la question de savoir pourquoi les Japonais avaient le taux le plus fort de longévité. Il m'a dit, c'est très simple. Les Japonais construisent des téléviseurs, mais chez eux, même s'ils ont des téléviseurs, ils ne les utilisent pas. Ils préfèrent la télévision communautaire. Et c'est de là qu'est venu ce qu'on peut appeler le grand écran. Elle me dit aussi, c'est un moyen de lutter contre la solitude. Parce que la solitude est l'une des causes premières de toutes les maladies comme les AVC. Et au Japon, les vieillards, je mets entre guillemets, en partenariat avec les jeunes, conçoivent les projets de développement à la base. C'est comme si nous sommes assis, voici les jeunes, voici, entre guillemets, les vieux. Dans le quartier où ils se trouvent, ils réfléchissent ensemble pour voir qu'est-ce qui manque dans le quartier
Est-ce qu'il y a des élèves qui sont en classe où ils ont besoin d'assistants? Et c'est à ce moment-là qu'il y a un dialogue entre deux générations. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai tiré le concept destin croisé, parce que nous sommes encore vivants, nous sommes là, mais croisés avec qui? Avec la jeune génération qui vient d'arriver. Voilà d'où vient le terme destin croisé pour le dialogue intergénérationnel. Mais ma grande joie, ma très grande joie, a été de rencontrer l'UNITRA, l'Université du troisième âge, et je n'ai pas besoin de revenir sur tout ce que M. Cissé a dit. C'est sur le terrain que personnellement je l'ai constaté. Sur quoi allons-nous réfléchir aujourd'hui? La problématique qui vous est posée à travers l'invitation, c'est, on vous a dit qu'on va faire une synthèse d'un travail qui a été fait en 2011. Une question a été posée, les choses évoluaient, nous nous étions posé la question de savoir quel projet de société et surtout quel type d'homme, à l'heure de la mondialisation et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'était en 2011. En 2024, de nouveaux paradigmes. Il y a les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est un concept, c'est un mot qui fait peur. Mais la question centrale est de savoir, est-ce que nous devons avoir peur de ce concept qui, en dernière analyse, est synonyme de process, de procédure pour se fixer un objectif et arriver à le réaliser. Il y a des problèmes dans la vie qui sont simples. Il y a des problèmes qui sont complexes. Aujourd'hui, votre père peut vous dire, faites-nous du thé. Il n'y a rien de plus facile que faire du thé. Mais si vous demandez à un Français de vous faire le thé sénégalais, c'est toute une difficulté. Parce que les compétences qu'il faut avoir pour réaliser ce thé, il ne l'a pas. Vous avez la capacité de doser le sucre, vous avez la capacité de doser la quantité de thé, le temps pour que ça boue, l'hygiène qu'il faut apporter pour qu'au bout on vous dise le thé est bon. Vous avez là un problème simple, mais vous avez mis en place des algorithmes qui sont des process, un ensemble de process, un ensemble de compétences qui vous permet d'en arriver à ce résultat. L'autre côté, c'est quand le problème est complexe. Je ne vais pas aller plus loin parce que deux spécialistes vont réfléchir sur cette problématique. C'est M. Watt qui est professeur de mathématiques à l'école polytechnique, qui était aussi directeur des études, et M. Barok, que tout le monde connaît, qui est professeur de lettres. Il y a 15 ans, à la veille de ma retraite, je créais l'ARC, Association des retraités pour la qualité de l'enseignement. Son objectif principal était de continuer à m'investir pour la qualité de notre système éducatif, où les formations artistiques, créatrices de rêves, d'inventivité et d'imaginaire étaient totalement absentes, faute de formation de l'enseignant, aussi bien sur le plan pratique que théorique. L'opportunité m'a été donnée d'en parler au président Abdoulaye Wade, qui m'a demandé ce qu'il fallait faire pour combler ce vide. C'est à ce moment-là que l'inspecteur Talafay de Thiès-Ville, et à son âme, le directeur du Centre régional de formation du personnel enseignant, l'inspectrice d'académie, Mme Khadijatou Diallo, le maire de la ville, Tala Sylla,
furent tous sensibilisés pour réfléchir sur l'impact de la formation artistique dans nos écoles. C'est le président Wade qui a dit « Ce sont les arts qui constituent le point de départ de l'abstraction et de l'invention, mère de toutes les sciences et de toutes les connaissances. » Ma rencontre avec d'éminents artistes de notoriété internationale, d'universitaires, d'hommes politiques m'ont poussé à reformuler la question à la lumière d'un monde qui, chaque jour, connaissait des bouleversements. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre monde actuel? La guerre a changé de visage et de forme. Elle était militaire. Elle est devenue technologique et économique. Des superpuissances technologiques et hégémoniques s'affrontent. Hégémonique, parce que la victoire de l'un ou de l'autre conditionne et va changer nécessairement le reste du monde, car nous sommes dans la mondialisation générée par la disparition de l'espace et du temps grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les superpuissances se battent. Elles se battent férocement. Et l'Europe occidentale me disait, regarde faire ces deux dinosaures. Chacune des deux nations qui se battent, les États-Unis et la Chine, veulent créer l'humain technologique. Un robot qui fait tout ce que fait l'homme et qui le fait mieux jusqu'à satisfaire ses besoins sexuels. Au Japon, les liens sexuels entre l'individu et leur poupée leur font dire qu'ils n'ont plus besoin de se marier. Subhanallah. Mais revenons à notre question de départ. Quel projet de société et quel type d'homme à l'heure de la mondialisation et des NTIC? Mais qu'est-ce qu'un projet de société? L'homme vit dans un village planétaire. Mon fils, ma nièce, mon petit-fils vivent déjà dans ce village et il faut qu'ils y survivent. Le système éducatif devra alors faire émerger pour qu'ils y vivent et qu'ils y vivent harmonieusement. Ousmane Diakhaté, il y a 15 ans, pensait qu'il fallait tout simplement valoriser l'expression artistique, car le chant, le théâtre, la peinture, la danse constituent la plateforme sur laquelle s'exprime l'homme, l'humain. Le professeur d'université, l'écrivain, le critique littéraire Ousmane Diakhaté, comme Khalidou Kassé, qui faisait partie des intervenants, disent que la peinture, comme le théâtre, constitue une solution pour l'homme. Mais il y a seulement 15 ans, on en parlait. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est Khalidou Kassé, mon ami, qui me dit « Mbaye, nous sommes en danger. Les robots non seulement reproduisent à l'échelle industrielle nos œuvres, mais en créent de nouvelles à partir d'algorithmes. Et si vous allez à Hollywood, lieu de théâtre et de cinéma, les scénaristes n'écrivent plus. Les acteurs ne jouent plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent leur casting, leur visage, leur corps et leur gestuelle. Ils sont payés et l'intelligence artificielle conçoit le film. Vous ne vendez que votre visage, votre gestuelle, votre voix et on vous dit merci beaucoup. Et ce sont les robots qui font le reste. Que de changements intervenus depuis 2011. Mais quelque chose s'est transformé. La société s'est transformée. Le type d'homme, l'homme, de toute race, de toute nation, de tout continent, est obligé de s'adapter. Que vous soyez jaune, blanc, noir, peu importe. L'espace n'existe plus, le temps n'existe plus à cause des NTIC. Et vous êtes obligé
de vous adapter à une culture internationale. N'est-il pas dangereux de se connecter à une culture nationale et à une culture internationale? Notre décision à nos destins croisés est de pousser la réflexion autour de ce paradigme du XXIe siècle, d'africaniser si possible le robot, de l'humaniser et si nécessaire de lui faire comprendre s'il le peut que le seul créateur demeure Dieu, vers qui tout vient et tout retourne. C'est à ce titre que nous avons créé des jeux, que nous allons essayer de créer des jeux à partir du conte Le Lièvre. Nous avons déjà commencé à poser des bases. Les jeux pour enfants que nous allons concevoir à destin croisé intégreront les valeurs. Les personnages de jeu devront réfléchir, penser, au lieu d'agir comme des robots. Ce sont des robots, mais nous voulons que les personnages de robots que nous créons agissent comme des robots. Comme font nos enfants aujourd'hui. Vous les savez, nous voulons intégrer des valeurs. Poser nos enfants à ce qu'ils écoutent, qu'ils fassent attention, qu'ils analysent sur le produit. Il faut aussi éviter, quand vous voyez vos enfants, quand vos enfants vous empruntent votre portable, qu'ils jouent, que ça fait beaucoup de bruit, ça émet beaucoup de son, que vous dites, mon enfant est un génie. Ce n'est pas un génie. Il est en train de consommer des valeurs étrangères à sa culture. Il faut s'arrêter et se poser la question de savoir à quel jeu il joue. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes en 2024. Une description apocalyptique de notre monde vous est faite. Nous l'avons dit, l'espace et le temps qui séparent les Africains, les Européens, les Sénégalais et les Américains n'existent plus. Balayés par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Chaque individu a la possibilité, grâce à son compte Facebook ou TikTok, de s'adresser au reste du monde. Notre monde est devenu un village avec un arbre à palabres où les gens peuvent s'apostropher, s'observer, s'insulter, se provoquer à visage découvert ou dans l'anonymat le plus total. Attention à TikTok, Facebook, Snapchat, WhatsApp. Serigne Diop, professeur agrégé de droit, ancien médiateur de la République, ancien ministre, posait déjà la problématique de la règle de droit à appliquer envers ces personnes dont il était difficile de lever l'anonymat. On vous insulte grassement, mais vous ne savez pas c'est qui. Voilà ce que le XXIe siècle a produit comme projet de société planétaire. Comprendre ce qu'est un projet de société postule qu'on comprenne que son élaboration reste sous la responsabilité d'un pouvoir politique qui est en place. Le type d'homme, lui, il est façonné par l'institution scolaire, matérialisé par un programme où puisent tous les enseignants pour développer des savoirs, des savoir-faire chez le citoyen de demain. En 1965, les socialistes au pouvoir ont conçu à travers un décret le programme 1165 qui devait développer certaines valeurs et installer chez l'enfant certaines compétences de base précises. Le 1165 était une photographie, un projet, un contenu, à partir de quoi tout le monde devait puiser pour qu'il y ait une sorte de formation à l'échelle nationale. Les enfants ont le même programme, on développe les mêmes compétences. Nous allons essayer de revisiter le projet de société socialiste
Une nation, Senghor disait, une nation ancrée dans ses valeurs de civilisation et ouverte au vent fécondant de l'extérieur. Il y avait encore les frontières. Une nation unie et solidaire, tournée vers un seul but, le développement, dans une même foi et dans une même détermination. Pour une même nation, Léopold Sédar Senghor. C'est cela le projet de société socialiste. Et l'institution scolaire devait y jouer un rôle capital. Mais les sociétés ne sont pas figées, elles sont dynamiques. Et les réalités sociales changent, affirme le professeur titulaire de l'UCAD, M. Boubacar Diop, du Congat. Les sociétés et les projets de société doivent périodiquement se renouveler. Et pour corroborer sa réflexion, il cite deux faits politiques majeurs, les assises nationales sur l'éducation et la conférence nationale de l'opposition, où le type d'homme devant s'adapter à la mondialisation dans un village planétaire devait sortir régi par de nouveaux paradigmes. Mais quel est le projet de société à l'heure de la mondialisation et des nouvelles technologies et au moment où un appareil politique prônant l'approche souverainiste accède au pouvoir, au moment où les souverainistes accèdent au pouvoir? Il faut que le projet de société qu'il projette d'ici 2050 clarifie quel est le profil de ce projet de société et quel est le type d'homme qui doit émerger de ça. Est-ce que c'est le type d'homme comme nous, on nous disait, etc. Ou est-ce qu'il faut développer des compétences qui permettent à ce bout d'homme demain de s'adapter à un environnement, quelle que soit la violence de cette société-là? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous conviendrez avec moi qu'avec les nouvelles technologies, la notion d'enracinement à nos valeurs et l'ouverture au vent fécondant de l'extérieur reste entachée par un nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, c'est la mondialisation, l'universalisation, la pensée unique. Ce replan, c'est extrêmement important. Vous conviendrez avec moi qu'avec les nouvelles technologies, la notion d'enracinement à nos valeurs et d'ouverture au vent fécondant de l'extérieur reste entachée par un nouveau paradigme, la mondialisation, synonyme d'universalisation et de pensée unique. Tous les enfants aujourd'hui ont leur portable, font les mêmes jeux, et si on y prend garde, pensent de la même manière. Alors que le concepteur y a mis ses valeurs et sa philosophie de vie. Toutes les nations qui ne pourront pas faire face vont disparaître. Comment s'y préparer? C'est extrêmement important. L'Afrique a raté la révolution industrielle du 19e siècle et la révolution capitaliste et financière de l'après-guerre en 1945 qui a permis la reconstruction de l'Europe et du Japon et déclenché le développement technologique, scientifique, commercial et monétaire de la Chine. Trois phénomènes. Nous avons raté la révolution industrielle du 19e siècle. La révolution capitaliste et financière, elle a permis la reconstruction de l'Europe et a propulsé la Chine comme une puissance industrielle et monétaire. C'est ce qui fait que c'est un géant qui fait face aux USA. Et les USA sont obligés de se détacher de l'Europe occidentale pour avoir les mains libres. Aujourd'hui, Trump a dit aux Canadiens et il dit aux Français, je vais faire une taxation de 200% sur tous les produits qui entrent chez nous. Donc la guerre, elle est réelle. Elle est là. On ne la voit pas, mais les gens sont en train de se faire la guerre. Férocement. Et je vous dis férocement. Le continent va-t-il continuer à être le marché d'écoulement de produits industriels finis et de cultures étrangères, quelquefois débridées? Regardez tout ce qu'on nous montre dans les vidéos. C'est inimaginable de penser que ce sont des êtres humains qui font ça. Des gens qui couchent avec des animaux, avec des morts. Des gens qui disent, je n'ai plus besoin de me marier, je vais acheter un robot, ce robot sera ma femme ou mon mari.
Et c'est ça dont ils veulent faire la promotion. Sinon, on y prend garde. Quand vos enfants jouent avec le portable, regardez quel est le jeu qu'ils sont en train de jouer. Parce qu'à cet âge, ils sont extrêmement sensibles et très réceptifs. Le continent va-t-il continuer à être le marché d'écoulement de produits industriels finis et de cultures étrangères? Je reprends. Chaque fois que vos enfants vous demandent votre portable pour jouer, ne dites pas que c'est un génie. Ne soyez pas impressionnés ni par les sons, ni par les couleurs qu'émet l'appareil quand l'enfant joue à un jeu où la victoire est programmée par intelligence artificielle. L'enfant échoue une fois, deux fois, la troisième, on lui donne le résultat. Il a l'impression que c'est lui qui a trouvé, alors que c'est programmé. Mais comprenez aussi qu'il consomme un produit industriel fini. Demandez-vous à quel jour il joue. Alors, quel projet de société et quel type d'homme à l'heure de la mondialisation et d'éthique? Il faut qu'on revoie le programme 1165, malgré la pertinence de toutes les innovations qui y sont apportées, et initier les enfants à l'intelligence artificielle qui, malgré la peur que déclenche ce concept, est synonyme de procédure, d'élaboration pour réussir une tâche précise. Il n'y a rien de diable dans ce concept d'intelligence artificielle. C'est l'ensemble de compétences, de process que vous mettez en place pour arriver à un résultat. Et les tubaab, ils l'ont appelé l'IA, qu'il colle à un robot qui se déplace comme un hominidé. Et les gens ont peur d'aborder ce problème. Alors qu'il s'agit tout simplement d'une application de synthèse où des compétences se retrouvent sur un problème et avec une solution. Rien de plus. Mais je ne veux pas aller plus loin. Mon ami Baro est Watt pour vous en parler. Mais il est fondamental de comprendre que le visage de la société de demain commence à se dessiner. Dans nos maisons, la plupart de la facturation et du paiement de nos produits de consommation, eau, électricité, téléphone, canal, etc. sont électroniques. Attention à la perte d'heures de travail. Attention à la perte d'heures de travail. Même si nous digitalisons, si vous digitalisez Seno, Senelec, il viendra un moment où, à partir des États-Unis ou de la France, ils vont nous prendre nos heures de travail parce que beaucoup vont quitter. Moi, j'avais l'habitude d'aller payer, de voir le releveur, mais maintenant, assis sur mon fauteuil, je paye tout ça sans me déplacer. Mais si tout le monde se généralise, alors, qu'est-ce qu'il va advenir pour le banquier? Même pour la banque, je n'ai pas besoin de me déplacer. C'est un robot qui fait ce travail. Mais derrière l'innovation, il y a une pensée impériale de vous voler vos heures de travail. Parce que si vous n'y prenez garde, vos enfants seront obligés de rester les travailleurs seront obligés de la Senelec, de Sen'Eau, qui ne vivaient que de ça, seront obligés de perdre leur travail. Et c'est par procuration et de manière intelligente qu'ils vont continuer un système d'exploitation que vous ne voyez pas. Quand sera-t-il dans 25 ans, la période que dure une génération? Je vais vous parler du jeu impulsé par Destin Croisé. Je vous ai amené ici le lièvre, j'ai lu le lièvre. Le jeu que nous allons faire va intégrer plusieurs domaines. Premièrement, le conte traditionnel. Deuxièmement, on l'enrobe avec un texte. C'est le texte de Senghor. On y sert une pièce de théâtre. Et ce qui est intéressant, à la dernière étape, on fait de l'intelligence artificielle. Quand je vous dis 21 animaux, 7 domestiques, 7 sauvages et 7 oiseaux, ça fait 21. Cherchez le pouvoir. Mais il faut que 2 oiseaux, un oiseau, un animal domestique et un animal sauvage arrivent au second tour.
Vous êtes ébahi. Vous êtes en présence d'un problème complexe. Comment faire pour le résoudre? C'est sur quoi Destin Croisé est en train de travailler. Nous avons déjà jeté les premières bases. Avec mes neveux, j'ai commencé à jouer à ce jeu. Et je vous disais, il faut que les jeux que nous faisons jouer à nos enfants leur permettent de réfléchir, d'observer, d'analyser, de penser pour trouver des solutions. Et c'est à partir de ce moment seulement, et seulement à partir de ce moment, qu'ils seront capables de s'adapter dans leur monde. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie. Parmi les pionniers de l'IA, on peut citer John McCarthy, qui en a parlé à une conférence à Dartmouth en 1956. Un événement majeur marquera l'histoire de l'intelligence artificielle en 1997. Le système Deep Blue d'IBM triomphe du champion du monde d'échecs, le russe Garry Karpov. Ça, c'était une première, parce que Karpov, c'était un génie des échecs, et l'ordinateur a eu raison de lui. Différents modèles d'IA ont été créés, adaptés à des applications spécifiques. N'est-ce pas? Nous connaissons tous, ou avons entendu parler de GPT, ou ChatGPT, ChatGPT et BERT, qui génèrent des textes ou font de la traduction automatique. Quels sont les secteurs d'activité les plus touchés par l'IA? Ces domaines sont très vastes. Il y a la santé, où on peut avoir des diagnostics médicaux plus rapides et plus précis, avoir des traitements personnalisés, des prises de décision rapides. Il y a également l'optimisation de la gestion des hôpitaux. Ça, je pense que c'est un pas de géant, surtout pour nous, où on a des zones très reculées où on ne peut pas avoir un médecin. Si on a ces outils-là, mais on peut dire que bravo. On peut diagnostiquer, faire un traitement pour un malade à Fongolimbi, quand le médecin est à Dakar. Comment ça se fait? Autre domaine de l'IA, les finances. Les IA peuvent analyser, faire une analyse prédictive des marchés, faire une gestion des risques, détecter des fraudes. Cela améliore la rentabilité et la sécurité des transactions. Nous pouvons citer également le commerce et le e-commerce, où on peut optimiser les chaînes d'approvisionnement et analyser les comportements d'achat. Le transport et la logistique. L'optimisation des itinéraires et la réduction des coûts de transport. Parce que cela est important, optimiser les itinéraires et réduire les coûts de transport. Bon, ceux qui font des maths appliquées savent ce que c'est. En faisant de la recherche opérationnelle, on a des produits qui doivent quitter d'un point A à un point B, ou disons de Dakar à Kédougou. Bon, il faut savoir quels sont les moyens pour amener ce produit. Si c'est des véhicules, le carburant, etc. Est-ce que ces produits sont périssables? Donc, c'est une fonction à plusieurs variables. N'est-ce pas? Alors, il faut minimiser les coûts. Fonction à plusieurs variables, avec des contraintes, et on vous demande de minimiser les coûts. Donc ça, c'est le problème de transport et de logistique.
les industries manufacturières. Les robots intelligents facilitent l'exécution des tâches complexes et répétitives en augmentant l'efficacité et la précision. Dans le marketing, merci. Dans le marketing et le service client, on analyse les comportements des consommateurs en améliorant le service aux clients grâce à des assistants virtuels capables de répondre aux demandes des utilisateurs de manière instantanée et ciblée. Donc, tout ce que vous appelez la Sonatel ou autre, tout de suite, on peut vous répondre par un répondeur automatique. Oui, bonjour monsieur, quel est le problème que vous avez, ou une autre boîte, et on vous répond en fonction des besoins. La sécurité et la défense. Nous avons tous eu les caméras de surveillance, les drones autonomes, qui permettent de réagir rapidement face à des menaces potentielles. Dans l'éducation, l'apprentissage personnalisé grâce à des plateformes intelligentes. Dans les ressources humaines, analyse rapide des CV et de présélection de candidats. Bien sûr, il y a les revers de la médaille dans tous ces domaines. Hein. Nous verrons. L'environnement et l'agriculture. Optimisation de l'utilisation des ressources naturelles, eau, engrais, etc., en analysant les données provenant de capteurs et d'images satellitaires. Amélioration des rendements. Et bien sûr, nous, malheureusement, nous consommons tout cela parce que nous n'avons pas accès. Et des gens venus d'ailleurs arrivent à tirer les ressources de notre sol et de notre sous-sol, n'est-ce pas? Alors, vu tout cela, nous allons voir quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de l'intelligence artificielle. Au niveau des forces, l'IA permet l'autonomisation et l'efficacité des tâches répétitives, permet de gérer le temps, permet une saisie optimale des données. Parce que l'IA se passe où? Sur cette planète Terre, dans le monde, entre des êtres humains. Mais quel rapport avons-nous avec le monde? Si je me réfère à la vision hegelienne ou hugolienne du monde, il appelle le grand tout, l'englobant. L'autre dirait l'en soi premier, c'est-à-dire un esprit immanent qui irrigue tout. C'est comme si le monde pouvait décider de lui-même de ce qu'il doit devenir. Parce que quelque part, nous sommes venus au monde. Nous ne pouvons pas nous distancier par rapport au monde. C'est le monde qui nous fait, ou c'est le monde qui est en train de se faire. C'est le monde qui se postule et se repostule, disons, de manière inamovible. Je crois que d'ailleurs c'est Aristote qui disait qu'il n'y a d'immobile que le mouvement. Ce monde-là qui est l'englobant premier, qui est l'intelligence grand I, l'intelligence du monde, qui, comme je l'ai dit, se postule et se repostule. La succession des hivers, la succession des saisons, le soleil qui se lève à l'est, qui se couche à l'ouest. Ce monde qui est habité par un esprit que nous, croyants, appelons Dieu. Ce monde pourrait être indépendant de nous. Ça veut dire que même si l'homme n'existait pas, le monde pourrait continuer son aventure, son épopée. Mais il est arrivé que l'homme est survenu au monde. Mais l'homme, par nature, est un rebelle. C'est un insoumis. L'homme est réfractaire à la soumission de toutes les choses, de tous les autres éléments. Tandis que l'arbre est soumis
Même le lion qui est vivant est soumis, puisqu'il ne sort jamais de son domaine de prédilection. On n'a jamais vu un lion qui se promène en ville pour chercher sa nourriture. Il est toujours carré dans son coin. L'éléphant, malgré sa puissance, qui aurait pu écraser combien d'humains, malgré tout, est retenu dans un domaine qui lui est spécifique. Mais seul l'homme, parce que précisément, il possède l'esprit, il possède la pensée ou la production de pensée, est capable d'aller au-delà de ce qu'il est réellement. L'homme a créé l'avion, l'homme a créé le bateau, l'homme a créé toutes sortes d'instruments. Rappelez-vous de cette fameuse chanson de James Brown. It's a man's world. Man makes them... I don't remember the exact word. Okay. He makes toys. He makes money. Ouais. Well, to buy some other man. Évidemment, ça, c'est la vision dépréciative un peu quoi, de l'utilisation de l'argent. Mais l'homme a créé beaucoup de choses. Donc, d'un en soi premier qui est l'englobant total, le grand tout, pour parler comme Victor Hugo, on en est passé à la survenue de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine qui est venue subvertir, refuser la soumission au monde pour repostuler le monde, pour apporter énormément de choses. Ça a été la première révolution universelle, la survenue de l'Homo sapiens et de l'Homo sapiens sapiens, qui regarde le monde, qui se dit « je ne vais pas te laisser comme tu es ». On en est même arrivé aujourd'hui à créer des pluies artificielles. C'est-à-dire l'homme n'a pas l'esprit au repos. C'est un créateur par nature et par essence. Mais de cette deuxième révolution, l'homme va aller plus loin. Il se dit, cette faculté de penser que j'ai, cette faculté de subvertir, je vais la transférer maintenant à des objets, d'où l'apparition de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard quand on parle de révolution cybernétique. C'est la troisième révolution. Donc, nous sommes venus au monde. Ici, je considère l'homme comme étant un fieri, comme disent les Italiens. C'est-à-dire c'est un étang, mais il a une étantité, ou une étance pour parler comme Owen. Il bouge dans le temps. Il n'est pas du tout carré à un seul endroit, ni à un seul moment, mais il bouge dans le temps. Et en bougeant, il remet en question l'inanité du monde, ou en tout cas l'inanité apparente du monde. Il repostule le monde, et à force de repostuler le monde, l'homme a créé ces grandes conurbations que l'on connaît. L'homme a créé New York, l'homme a créé Dakar, l'homme a créé Philadelphie, toutes ces grandes agglomérations, ces métropoles immenses où il se passe tellement de choses. Mais l'homme ne s'arrête pas là, il veut encore pousser plus loin. Il veut que cette faculté-là, qu'il a d'intervenir sur le réel, de modifier le réel, que cette faculté soit transmissible à des artefacts. Je parle sous le contrôle d'hommes de science. Mais il faut se poser la question de savoir comment l'homme a réussi, en bouleversant un état de nature, à s'adapter jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a une idée très intéressante qui a été émise, c'est que l'intelligence artificielle, nous y sommes déjà. Ce n'est pas un artefact, ce n'est pas un ça qui est là, que nous allons prendre ou laisser. Non, on y est déjà. Parce que le seul fait que j'utilise mon portable, que je lui fasse faire des choses que moi je ne peux pas faire, mais cela, c'est l'utilisation, M. Watt en a parlé, M. May également, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc nous y sommes déjà. Toutes les possibilités que nous avons d'intervenir dans le réel, en faisant des raccourcis, par exemple une machine à calculer qui est capable de vous faire une petite calculette, des opérations que vous mettrez peut-être 1 an à faire, ça c'est l'intelligence artificielle. On y est déjà. Mais la question donc qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous avons, nous, en tant qu'êtres humains, des facultés
qui nous permettent, quelle que soit la protéiformité un peu quoi, de l'histoire scientifique, quels que soient les rajouts que l'homme va apporter, est-ce que nous avons en nous des capacités ou des virtualités qui nous permettent de nous adapter? Ma réponse, c'est l'affirmative. L'homme est un réceptacle. Parce que si nous avons réussi à nous adapter à tout ce qui fait l'avion, les premiers avions, naturellement, ça faisait peur. Mais aujourd'hui, on prend l'avion comme on prend, comme on monte sur un vélo. Les premiers portables, je me rappelle, les gens faisaient de l'EHPAD, quoi, parce que chacun, bon, quand on avait un portable, on me raconte même qu'il y avait des dames, disons un peu mondaines là, bon, qui demandaient, quand ils étaient dans des endroits publics, de demander qu'on les appelle, quoi. Mais aujourd'hui, c'est tellement banalisé, parce que quelque part, il y a une faculté de l'être humain qui est de banaliser tout ce qui l'entoure, tout ce qui survient dans sa vie. Au départ, il y a un phénomène de rejet, mais au fur et à mesure qu'on s'adapte, la chose devient tout à fait ordinaire. Je me rappelle les premiers téléviseurs quand ils sont apparus. Mais dañ daan toog nga naan kër diw am na télé wala ñu naan dëkk Samba bi ma fa demee gis naa fa télé. Mais aujourd'hui, qui va parler de ça? Qu'est-ce qui va se préoccuper de savoir est-ce que diw am na télé wala amul télé? ñu ngi may nettali benn histoire. La télé, c'était tellement magique que waa ji dafa am kër tabax ko mais amagul courant mais mu dem jëndi télé. mu am benn xaritam bu am courant ngoon gu ne jabar yi dañ koy teeñ quoi bu yeru ko ànd ak xale yi branché ko ci kër xaritam bi su paree mu yen waa télé bi ñëw. Mais aujourd'hui, la télé est tombée dans l'usage courant. Personne ne se préoccupe plus de savoir ndax nit am na télé wala amul télé parce que c'est un objet devenu extrêmement courant. Il en va de pratiquement tous les objets que nous avons créés. C'est pourquoi moi je me dis qu'il faut avoir une perception très positive de l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'il y aura peut-être des inconvénients, mais quelle est l'invention humaine qui ne comporte d'inconvénients? L'avion dont j'ai parlé tout à l'heure, mais l'avion nous rend énormément de services, mais l'avion également tue. Les automobiles que nous utilisons, qui nous permettent aujourd'hui, de manière tout à fait ordinaire, d'aller d'un endroit à l'autre de manière extrêmement rapide, mais ils font également des ravages, etc., etc.